Salut tout le monde, je suis Fred du Joker Pub Ludique et bienvenue à votre nouvelle émission Top Ludique. Top Ludique, qu'est-ce que c'est? C'est une émission dans laquelle chaque épisode, je vais vous présenter 5 suggestions de jeux en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes. Que vous soyez entre amis, dans un pub ludique, en famille, dans une première date, avec vos enfants, des jeux, il en existe des milliers et ce ne sera pas les mêmes titres qu'on va sortir d'une fois à l'autre. Donc je vais être là pour démystifier le tout et vous présenter 5 suggestions à chaque épisode en fonction justement de avec qui on joue. À notre émission d'aujourd'hui, je vous présente 5 jeux qui, à mon avis, ont démocratisé le jeu de société. Et là, je ne parle pas des vieux classiques style Monopoly ou Clou, même si c'est Monopoly, Mario Bros ou Clou, Harry Potter. Je parle des jeux de la génération actuelle. On s'entend que jadis, tout le monde connaissait le Monopoly, Scrabble, Risk, bref, les jeux qui traînent encore à notre chalet. Mais depuis les années 90, il y a une nouvelle vague de jeux de société qui a fait en sorte que des millions de joueurs à travers le monde ont accroché à ce loisir. Les jeux de société, de quelle façon est-ce que c'est apparu et que c'est devenu aussi populaire dans les 2 dernières décennies? Eh bien, c'est grâce aux jeux que j'ai ici sur la table. Le premier jeu que j'ai à vous proposer, un jeu de 1995, Catan. Catan, la plupart des gens en ont au moins déjà entendu parler, mais pour ceux que c'est encore un mystère, ouvrons la boîte pour voir ce qui s'y cache. Catan est un jeu de développement dans lequel on va vouloir être le premier à atteindre 10 points de victoire. Les façons de faire des points, c'est en bâtissant des villes, des villages, en ayant la route la plus longue, l'armée la plus forte, mais ces éléments vont pouvoir être volés par nos adversaires. Donc c'est très dynamique, il va y avoir des rebondissements d'une partie à l'autre et même à travers la même partie. Et puis vous allez devoir faire cette course aux points pour être le premier à arriver finalement à 10 points et éclipser vos adversaires. Un jeu avec une immense rejouabilité puisque les tuiles peuvent être remaniées d'une partie à l'autre. Donc, ce n'est pas un plateau fixe comme les jeux qu'on connaissait jadis, mais bel et bien un jeu dans lequel chaque partie va être unique. Pour les gens nostalgiques qui aimaient bien le Monopoly et ses échanges de terrain, ben, on vient retrouver un peu ça dans Catan. On va pouvoir s'échanger. « Hey, aimerais-tu avoir 3 blés? En échange, je pourrais t'échanger 2 moutons. » On va pouvoir aller chercher les ressources qui nous manquent, même si on ne s'est pas établi au bon endroit sur la carte. À mon avis, c'est un classique qui a également vieilli d'une drôle de façon. Certains aussi vont lui reprocher son côté un peu hasardeux. On s'entend qu'il faut brasser les dés à chaque début de tour pour savoir quel terrains vont produire des ressources, mais si malheureusement, pendant 5 tours de suite, on n'est pas placé sur les bons résultats de dés, ça se peut qu'on stagne inutilement pendant la partie. Il y a un petit côté là, que les gens vont moins apprécier, mais par contre, c'est un jeu qu'on doit absolument découvrir. Ça fait partie de la culture ludique. C'est ce qui a fait en sorte que les jeux de société sont devenus populaires aujourd'hui. Donc, attardez-vous à ce jeu, même si vous venez au pub, je pourrais vous en présenter des bien meilleurs par la suite. À mon avis personnel, Catan est un jeu incontournable, mais je le recommanderais pas nécessairement à l'achat et je lui donnerais un 6 sur 10 puisque désormais, il se fait beaucoup mieux. On s'entend que le jeu a quand même 26 ans derrière la cravate. Je remercie Catan et son auteur d'avoir créé cette vague ludique qui a fait déferler des milliers et des milliers d'autres jeux dans son sillage. Maintenant, on fait un saut de 5 ans dans le temps. On arrive à l'an 2000, année de sortie de Carcassonne, un autre jeu allemand que je vous montre à l'instant. La première chose qu'on découvre en ouvrant la boîte, outre la carte de points et les règlements, on se rend compte qu'il y a une tonne de meeples, ces petits personnages qui ont popularisé l'univers du jeu de société. Qui n'a pas déjà vu un petit bonhomme comme ça? On en a fait à notre effigie au pub, tellement c'est populaire. Par la suite, c'est un jeu de placement de tuiles. Donc, on va y aller avec un paquet de tuiles. C'est un petit peu comme jouer au domino pour les gens qui veulent faire une association avec les jeux plus anciens, disons ainsi. On va venir placer des cartes sur la table. À notre tour, on vient piger une tuile et puis il faut simplement venir associer les espaces communs, comme je pourrais mettre un champ avec un champ ou venir mettre un château avec un château. Donc, je viens positionner ma tuile de façon à ce qu'un élément connecte de la bonne façon. Donc, évidemment, je ne pourrais pas faire venir rentrer un château dans un champ. Il faut que ce soit tout le temps associé. Donc, je mettrai le château avec le château. Lorsque je viens placer une tuile de cette façon, je vais pouvoir, si je le désire, utiliser un de mes meeples pour venir prendre possession de soit une route, un château, une abbaye ou un champ. Et c'est grâce à ces possessions que je vais pouvoir venir scorer des points par la suite.
Carcassonne est un jeu de course au point, un peu comme Catan, mais Catan, il fallait arriver à un point précis, on se rappelle 10 points de victoire, alors que Carcassonne, il faut en faire le plus possible. Donc, on peut faire 270 points si on est bon, et puis on peut en faire 38 si c'est notre première partie. La façon de faire des points dans Carcassonne, c'est très simple. On a la tuile qu'on a pigée, et puis on va devoir décider à quel endroit on met cette tuile. Ici, sur ma tuile, j'ai un chemin, j'ai un château également. Donc, je pourrais soit décider de venir le mettre au bout d'un chemin pour prendre possession, par exemple ici, de la route. Mais là, mon adversaire est déjà dessus. Je ne vous explique pas les détails, mais sachons que je ne pourrais pas. Ou bien, je pourrais décider, hey, je m'en viens ici et puis je m'en viens mettre un de mes meeples de ma couleur sur le château. À ce moment-là, le château m'appartient. C'est seulement lorsque je vais réussir à le fermer que je vais faire des points. Alors, si je suis chanceux et que je viens piger une autre tuile avec un château, oh, hurrah! Alors, c'était quoi ça? Oh, hurrah! Vous voyez ici, tout le périmètre de mon château est fermé, donc je vais pouvoir récupérer mon personnage et venir faire mes points. Dans ce cas-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuiles qui composent mon château, plus 2 blasons, donc 8. Vu que c'est un château, on fait un x2, 16 points. C'est à ce moment que sur la traque de points ici, je vais venir faire 16 points, donc prendre l'avance sur mes adversaires. Supposons que le jaune arriverait à fermer sa route. On vient fermer dans un village, alors qu'ici, on vient fermer dans un autre village. 1, 2, 3, 4 tuiles, mais puisque c'est une route, je ne vais pas faire le x2 contrairement au château. Alors, je vais seulement venir faire 4 points. Évidemment, je ne vous explique pas les règles au complet. Je vous invite à aller dans un pub ludique près de chez vous pour y jouer, louer le jeu, achetez-le pour jouer en famille ou aller simplement en ligne. Je sais qu'on peut y jouer soit sur une application mobile ou autre, mais découvrez ce classique des jeux. C'est vraiment excellent. C'est super simple. Ça se joue bien avec les plus jeunes. J'ai initié ma fille dès l'âge de 4 ans à jouer à Carcassonne et elle comprend super bien puisque c'est simplement de l'association de tuiles. Donc, j'ai une route, ben c'est simple, je vais la mettre où il y a une route. On s'entend que sa stratégie n'est pas optimale, mais ça fonctionne super bien pour tous les groupes d'âge, autant les plus jeunes que les plus âgés. Carcassonne est un jeu de 2 à 5 joueurs âgés de 7 ans et plus pour une durée d'environ 30 minutes par partie. Un grand classique du jeu de société. De multiples extensions sont sorties également sur ce jeu, donc si vous ne vous contentez pas de la boîte de base parce que vous y avez trop joué, il existe la Big Box avec 8 ou 9 extensions où vous pouvez acheter les extensions à l'unité également, ce qui va vous faire à la fin une immense carte à bâtir et des heures de plaisir. Comme troisième jeu, j'ai choisi de vous présenter Les Aventuriers du Rail. Un jeu de 2004, un jeu excellent. Ici, j'ai choisi la version Europe qui, à mon avis, est un petit peu plus agréable que la version de base, mais on s'en reparlera. Et un incontournable également. On ouvre la boîte ensemble. Première chose qu'on se rencontre avec Les Aventuriers du Rail, c'est la grosseur de son plateau. Souvent, c'est ce qui va frapper les clients qui viennent lorsqu'une équipe sont en train de jouer à ce jeu sur une table. Ça prend l'espace de la table. C'est impressionnant. Il y a des trains qui vont se retrouver partout sur le plateau, donc de magnifiques petits trains en plastique qu'on va pouvoir venir placer pour relier les routes d'une à l'autre. C'est vraiment un jeu qui va frapper l'imaginaire de par sa beauté, de par sa grandeur, de l'espace que ça va prendre sur une table. Les Aventuriers du Rail est un jeu dans lequel on va devoir faire le plus de points possible. Pour faire des points, 2 façons possibles. On va soit venir relier 2 villes ensemble grâce à des cartes qu'on va s'être accumulées, ou à l'aide de missions secrètes que l'on va pouvoir faire. Comme par exemple ici, ça me dit que si je relie, j'ai pris une ville que je ne sais pas prononcer, par exemple ici, si je relie Berlin à Moscou, je vais faire 12 points. Donc, on a les points sur la carte qui nous indiquent où sont les villes et je vais simplement devoir faire une connexion continue entre les 2 villes. Donc, venir y placer des locomotives de ma couleur pour que les 2 villes soient reliées. Donc, le mix de points de combien j'ai fait grâce aux locomotives que j'ai mis en jeu, plus mes missions secrètes que je vais dévoiler à la fin de la partie, vont faire un grand gagnant. Une des principales mécaniques des Aventuriers du Rail, c'est le fait qu'on doit jouer du coude pour faire sa place sur le plateau. Ce que je veux dire par là, c'est que... Est-ce que ça se dit « c'est que » Oh ouais, c'est pas super.
Ce que je veux dire par là, c'est que si un joueur adverse anticipe le chemin que je veux faire parce que je veux relier les deux villes, on se souvient, il va pouvoir venir à son tour placer des cartes pour venir, grâce à ses locomotives, me bloquer. Donc, essayer d'anticiper le chemin que je veux passer et venir prendre ces chemins-là de façon à ce que je ne sois pas capable de réussir mes missions. Le côté négatif à ça, c'est que ma fameuse carte de Moscou-Berlin tantôt qui me donnait 12 points, si à la fin de la partie, je n'ai pas réussi à accomplir ma mission, je vais perdre les points. Donc, on m'enlève 12 points plutôt que me donner les 12 points. Alors, ça fait très mal de ne pas réussir les missions. Donc, souvent, les joueurs vont essayer d'anticiper un peu les mouvements de leur adversaire pour venir bloquer la route et réussir à les empêcher à faire leur point de victoire. Un des principaux avantages des aventuriers du rail, c'est sa simplicité. À notre tour, on n'a que 3 actions possibles. Je vais pouvoir venir chercher des cartes, parmi soit les cartes visibles ou les cartes cachées. Donc, je pourrais me dire, ouais, la carte jaune ici m'intéresse et en plus, je vais venir piger. Ah ben là, la jaune m'intéresse encore. Donc, je viens prendre 2 cartes jaunes. Superbe, mon tour serait fini. Une deuxième action que je pourrais faire, c'est grâce aux cartes que j'ai accumulées, donc mes cartes jaunes ici, je pourrais dire, bon, ben, je vais défausser mes cartes jaunes pour venir placer mes locomotives sur le chemin jaune qu'on retrouve ici. Donc, les chemins ont des couleurs pour la plupart. Il faut défausser les cartes de la bonne couleur. Donc ici, ça me prendrait soit 4 cartes noires ou 4 cartes oranges afin de venir relier Londres à Édimbourg. La troisième action possible va être de venir chercher les cartes missions que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, je peux venir piger 3 cartes missions pour en garder 1, 2 ou 3, mais je dois minimalement en garder une. Donc, super simple. À notre tour, soit qu'on pige des cartes, soit qu'on place des wagons ou qu'on se prend des missions secrètes. Pas plus compliqué que ça, ça va plaire à toute la famille, des plus jeunes aux plus âgés. Les Aventuriers du Rail est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes à 1 heure. Un grand classique au niveau ludique. Encore aujourd'hui, des nouvelles extensions sortent. Dernièrement, ils ont sorti une édition 15e anniversaire de la version Europe que j'ai ici justement. Il existe également les Aventuriers du Rail autour du monde avec une carte encore plus immense, avec des bateaux en plus des trains. Bref, un jeu en constante évolution. Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est un des premiers jeux que j'ai vu que la traque de points de victoire est directement sur la carte. Donc, lorsqu'on vient positionner nos wagons, on voit immédiatement où est-ce que les gens sont rendus par rapport à nous sur le plateau de jeu. De plus, ce que j'adore aussi, c'est la portion des cartes objectifs cachés. Ce qui fait en sorte que malgré le fait que j'ai été dominant sur le plateau tout le long de la partie, il se pourrait que quelqu'un à la fin de la partie réussisse à nous sortir quelques lapins de sa manche. De sa manche ou de son chapeau? Ouais, hein? Il se pourrait que quelqu'un vienne nous sortir quelques cartes objectifs qui viennent renverser complètement le score, alors que moi, je pourrais avoir certaines missions ratées qui viennent plutôt me faire reculer au niveau du plateau. Donc, c'est une partie pleine de rebondissements. Jusqu'à la fin de la partie, on n'est pas certain de savoir qui va vraiment gagner. Un jeu à essayer pour toute la famille. Je donne aux Aventuriers du Rail une note de 8.5 car je trouve qu'il ne se démode pas. Le 4e jeu sur ma liste d'aujourd'hui est Pandémie. Pandémie, un jeu de 2008, un jeu révolutionnaire dans sa mécanique. Révolutionnaire, pourquoi? Parce que c'est un jeu coopératif. C'est pas le premier du genre, mais c'est celui qui a vraiment popularisé le style. Un jeu coopératif, c'est quoi? C'est très simple, c'est un jeu dans lequel vous allez jouer contre le jeu. Voyons maintenant ce qu'il y a dans la boîte. Évidemment, on a les règlements très utiles pour une première partie. Par la suite, un plateau un peu plus sobre que les Aventuriers du Rail de tantôt, mais tout de même superbe plateau de la carte mondiale. On se retrouve avec une panoplie de cubes. Les cubes vont représenter les maladies qu'on doit éradiquer. J'y reviens dans quelques secondes. On va avoir des personnages, c'est pas des beaux meeples comme dans Carcassonne, c'est pas non plus de magnifiques locomotives, mais bel et bien des petits pions qui font penser aux pions qu'on avait jadis dans notre jeu de clous ou de peu importe le style que vous aviez avec ces pions un peu plus classiques. Par la suite, nous allons retrouver des cartes représentant chacune des villes représentées sur la carte. Également, une autre série de cartes représentant les mêmes villes, mais que cette fois-ci vont être des cartes alliées. J'y reviens également. Alors, un magnifique matériel, une fois de plus, pour ce Pandémie Legacy. Je viens de placer les cubes de ce qui pourrait être une première partie. Donc, comme je vous le disais, le jeu est coopératif. Notre but, c'est de réussir à développer les 4 remèdes pour contrer les 4 maladies, donc représentées par 4 couleurs, qui se développent sur la carte.
Pour avoir ces fameux remèdes, nous allons devoir venir accumuler des cartes. Alors, à partir du moment où j'ai 5 cartes de la même couleur, je vais pouvoir aller sur un centre de recherche pour développer le remède de cette maladie. Donc, à partir de maintenant, je pourrais par exemple éradiquer la maladie rouge. Alors, une fois qu'on a réussi à éradiquer les 4 maladies, on l'a emporté. Par contre, le jeu est méchant envers nous. Il y a de multiples façons de perdre. On peut perdre parce qu'on a eu plusieurs éclosions dans les villes. On peut perdre parce qu'on manque de cubes. Et on peut également perdre parce qu'on passe à travers la pile des cartes de joueurs. Bref, le jeu est contre nous et de notre point de vue, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, c'est d'essayer de stabiliser le tout le temps qu'on réussisse à trouver les fameux remèdes. Pour faire ça, il y a 8 actions possibles. Heureusement, le jeu est assez gentil pour nous avoir mis une carte aide-mémoire qui va nous rappeler les 8 actions que nous pouvons faire. Je ne les décris pas les 8, ce n'est pas le but dans cette vidéo. Je vais simplement vous dire les principales. Dans notre tour, on va voir 4 actions qu'on va devoir choisir parmi les 8 actions disponibles. Les actions peuvent être simplement de se déplacer, de venir retirer des cubes du plateau, puisque lorsqu'il y a trop de cubes sur la même ville, c'est à ce moment-là que les problèmes commencent. On a une éclosion qu'on appelle. La maladie va se propager partout autour d'elle. Ça se peut que ça fasse un effet en chaîne et donc que ça vienne rajouter un 4e cube sur une ville adjacente qui va à nouveau avoir une éclosion également. Bref, on ne veut pas ça. Donc, on va vouloir venir maîtriser les cubes, donc se déplacer de façon stratégique pour venir retirer des cubes des villes en moyennant des points d'action justement afin de pouvoir étirer le plus possible notre survie le temps qu'en parallèle, on ait cherché les fameuses cartes qui vont nous permettre de développer les remèdes. Je sais que ça a l'air flou dit comme ça, il faut vraiment y jouer pour l'apprécier. L'avantage principal, c'est que puisque c'est un jeu coopératif, souvent, on va pouvoir être introduit au jeu avec quelqu'un qui a déjà joué. Puisque c'est notre coéquipier dans cette partie, il va pouvoir nous indiquer un peu les premiers coups, quoi faire de façon à ce qu'on puisse par la suite être autonome et prendre nos propres décisions. Évidemment, une fois que le joueur expérimenté nous a appris à jouer, on va lui demander poliment de faire ses tours et d'arrêter de jouer pour nous. Parce qu'un des problèmes des jeux coopératifs, c'est qu'on va souvent avoir un joueur alpha qu'on appelle. Donc, un joueur qui va vouloir prendre toute la place et dire aux gens « Ah, toi, tu devrais faire ça, toi, tu devrais faire ça, toi, tu devrais faire ça. » Puis on se rend compte que finalement, la personne joue tout seul avec ses pantins autour de la table et simplement leur dicter quoi faire, alors que ce n'est pas ce qu'on veut dans ce genre de jeu. On veut au contraire qu'il y ait une discussion entre les personnages, entre les personnes et leurs personnages, et puis qu'on puisse se dire « Ah, toi, tu devrais faire ça. Ah non, mais moi, j'avais plutôt pensé ça. » Bref, on veut que les gens collaborent ensemble et non pas que ça fasse dicter leur action. Pandémie est un jeu de 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus pour une durée d'environ 45 minutes. Tout comme les autres jeux que je vous ai présentés aujourd'hui, Pandémie a également eu son lot d'extensions et de suites. Le point culminant de la série de Pandémie, c'est bien entendu les Pandémies Legacy. Les Legacy, qu'est-ce que c'est? Je pourrais faire un épisode complet là-dessus prochainement, mais en gros, c'est un jeu évolutif dans lequel, au fur et à mesure qu'on va jouer des parties, on va venir y apposer des autocollants permanents sur le plateau. Le jeu va évoluer, les maladies d'une partie à l'autre vont évoluer également. On va ouvrir des enveloppes, découvrir du nouveau matériel, des nouvelles cartes. Bref, on fait un scénario. Le jeu de base par rapport au jeu qu'on va être en train de jouer 10 parties plus loin, ça ne sera plus du tout la même chose. Il y a des nouvelles règles qui vont avoir été importées dans le jeu. Il y a des nouvelles composantes qui arrivent. Bref, vraiment une expérience unique. Si vous n'avez jamais fait une partie de Legacy, je vous conseille de commencer avec Pandémie saison 1. C'est vraiment un superbe jeu dans ce genre. Par la suite, il y a eu la saison 2, la saison 0. Je ne serais pas surpris que bientôt on se retrouve avec un Pandémie saison COVID, évidemment, ça s'en vient. Mais bref, vraiment, les Legacy, c'est un univers complet dont je reparlerai un jour, mais je vous conseille fortement le Pandémie Legacy. Mon appréciation personnelle de ce chef-d'œuvre qu'est Pandémie, j'ai pas le choix de donner un 8 sur 10 à Pandémie. Mais par contre, si on parle de Pandémie Legacy dont je vous parlais tout à l'heure, là, on tombe complètement ailleurs. C'est un chef-d'œuvre. C'est d'ailleurs le numéro 2 sur Board Game Geek, qui est comme la référence dans le milieu ludique. C'est un site web qui référencie tous les jeux et celui-ci est le numéro 2 sur des dizaines et des dizaines de milliers de jeux.
Pour un Pandémie Legacy, je donne un 9, voire même un 9.5. C'est un chef-d'œuvre, je le recommande à tout le monde, ça nous amène vraiment ailleurs. C'est mes notes pour ce superbe jeu que vous devez découvrir et qui, en passant, se joue également avec les plus jeunes puisque c'est collaboratif. Donc, même si la personne n'est pas sûre à 100% de sa stratégie, on peut quand même les initier très tôt à jouer avec nous autour de la table. Donc, ça englobe vraiment tout le monde. Le dernier jeu de notre liste, et non le moindre, Seven Wonders. Seven Wonders, un jeu de 2010, superbe jeu également, qui a marqué par sa mécanique de draft. Je vous reviens là-dessus. Commençons par ouvrir la boîte. On commence évidemment avec les règlements. Par la suite, dès le départ, on voit pourquoi le jeu a ce nom. On retrouve les merveilles qu'on va devoir construire. Alors, chaque joueur va avoir son plateau de merveilles. Donc, je pourrais avoir les pyramides de Gizeh, le colosse, bref, toutes ces merveilles qui ont marqué l'histoire classique de l'humanité. Par la suite, de superbes cartes dans leur dernière édition, cartes qui vont représenter les 3 âges dans lesquels nous allons jouer, puisque le jeu va avoir une évolution, on va voyager à travers le temps. On retrouve également un paquet de points de victoire différents. Donc, on est allé avec l'originalité des tokens pour nous donner des points. On est loin de l'argent en papier du Monopoly, mais bel et bien des superbes petites pièces de pointage. Et finalement, nous allons avoir des points d'armée. Je reviens avec l'armée, sachons juste qu'on va pouvoir avoir des bonus ou des malus si on a la plus forte armée. C'est un jeu super simple dans son matériel, comme vous le voyez. On n'a pas de plateau comme la plupart des jeux que je vous ai présentés aujourd'hui. On a tout simplement des cartes que l'on va se passer et que l'on va établir devant nous. Et c'est ce qui va former notre civilisation. Donc, pas de plateau, beaucoup plus épuré comme jeu, mais quand même exceptionnel, vous allez voir. Seven Wonders a 2 particularités qui ont fait en sorte que ça l'a rendu si populaire au niveau du jeu. C'est une salade de points. Donc, on va vouloir faire une fois de plus le plus de points de victoire possible, mais contrairement aux autres jeux que je vous ai présentés, on n'a pas seulement une ou 2 façons de faire des points. On a ici, comme vous le voyez sur le plateau de score, on a 7 façons différentes de faire des points. Donc, je pourrais décider d'y aller vers une stratégie où j'accumule des cartes vertes, qui sont des cartes scientifiques, alors que mon voisin pourrait y aller avec une stratégie militaire, donc ramasser des cartes rouges pour faire des points grâce à son armée, alors que quelqu'un d'autre pourrait dire « Ah, je vais aller faire mes merveilles » ou combiner, évidemment, plusieurs de ces façons de faire des points. Alors, les stratégies sont plus variées que des jeux où on a simplement une façon de faire des points et qu'on doit focusser sur celle-là. Donc, ça peut être plus mêlant au début, évidemment, parce que les gens vont dire « Ah, il y a tellement de façons de faire des points, qu'est-ce que je vais faire? » La prise en main du jeu va être un petit peu plus difficile, mais une fois qu'on le maîtrise, c'est ce qui rend le jeu agréable, c'est toutes les possibilités qu'on a. Le deuxième point important qui me fait apprécier ce jeu, c'est sa mécanique de draft ou de repêchage. Un repêchage de cartes cette fois-ci. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va avoir, dès le départ, dans le premier round, 7 cartes. Je regarde mes 7 cartes, j'en choisis une que je vais venir mettre en jeu. Donc, tout le monde choisit en simultané. Parfait, on a toute notre carte. Excellent. On la met en jeu. Dans mon cas, j'ai choisi de mettre de l'argile en jeu. Donc, je vais maintenant avoir une ressource pour m'acheter d'autres cartes. Et les 6 autres cartes que j'ai en main, je les passe à mon adversaire de gauche pour la première manche, de droite par la suite, bref. Et je reçois donc 6 nouvelles cartes qui me sont données par mon adversaire de droite. Je choisis une carte parmi les 6, je passe mes 5 cartes, j'en reçois 5 nouvelles. Donc, on s'entend que les cartes vont se promener d'une personne à l'autre. Alors, ce n'est pas seulement de se dire « Ah, je vais prendre cette carte-là parce que c'est vraiment la plus utile pour moi ». C'est également de regarder ce que nos voisins font pour dire « Ah non, finalement, je vais prendre cette carte-ci parce qu'elle est vraiment utile à mon voisin et je ne veux pas que la carte se rentre dans ses mains. » Alors, on va devoir vraiment être au courant de ce qui se passe sur le plateau pour pouvoir neutraliser certaines cartes. Fait que des fois, ce ne sera pas nécessairement la meilleure carte pour nous, mais la meilleure pour notre adversaire qu'on va venir jouer afin qu'il ne l'ait pas. Donc, cette mécanique-là rend le jeu vraiment intéressante. Je ne suis pas certain si c'est le premier jeu qui a développé la mécanique de draft, même je dirais que probablement pas. Mais d'un côté personnel, c'est le premier que j'ai découvert qui avait cette mécanique-là qui, à mon avis, était révolutionnaire. L'interaction qu'on a avec les autres joueurs, de simplement leur passer le paquet de cartes, c'est super anodin, mais c'est tellement efficace. Vous vous demandez probablement « Ouais, c'est bien beau tout ce que tu me dis jusqu'à présent, mais les merveilles là-dedans, ils servent à quoi? »
C'est vrai, j'en ai pas encore parlé. Donc, chaque joueur va obtenir une des 7 merveilles. Donc, par exemple, ici, je pourrais avoir le phare d'Alexandrie. Alors, cette merveille qui va être devant moi, à tout moment dans la partie, je vais pouvoir venir acheter les différentes étapes de la merveille. Par exemple, ici, on voit que pour le phare d'Alexandrie, si je paye 2 pierres, je vais pouvoir aller me chercher 3 points de victoire. Donc, c'est un petit peu pour boucler la boucle, comme dans Catan, qu'on payait des ressources pour aller chercher des villes ou bien des routes ou peu importe. Et ici, c'est le même principe. Je vais venir payer des ressources pour aller me chercher des bonus. Donc, les merveilles, celle-ci n'est pas très originale, ça va me donner 10 points de victoire plus des ressources pour potentiellement acheter d'autres cartes, mais elles ont chacun une face A et une face B. Donc, dans la phase B, on se rend compte que les points de victoire sont presque disparus et ça devient d'autres effets. Ça nous donne des possibilités, donc moi, dans ce cas-ci, de faire des points de victoire, mais quelqu'un d'autre, supposons que je prends ici le Colosse, pourrait aller chercher des points d'armée ou de l'autre côté de son plateau, va aller chercher de l'armée, de l'argent, des points de victoire en plus, mais va juste avoir 2 étapes de merveille qu'il va pouvoir construire plutôt que moi, mes 3 étapes. Bref, un jeu varié, mais comme je vous le disais, il y a de multiples façons de faire des points de victoire et il y a cette évolution qui est présente. Donc, les cartes sont de plus en plus fortes, mais les cartes vont également coûter de plus en plus cher. Alors, c'est important dans les premiers âges de se ramasser des ressources pour pouvoir se payer les bonnes cartes des âges subséquents. Subséquent, c'est avant ou c'est après? Des âges suivants. Seven Wonders est un jeu de 3 à 7 joueurs de 10 ans et plus, d'une durée d'environ 30 minutes. Une version que j'apprécie particulièrement est sa version 2 joueurs, donc Seven Wonders Duel dans mon top 5 des jeux à 2. J'y reviendrai peut-être un jour. Pour la version de base, par contre, je dois dire que malgré le fait que c'est un jeu qui a fait connaître le jeu de société à beaucoup de gens, un jeu qui se démarquait dans sa mécanique et tout, c'est malheureusement pas un de mes préférés. L'avantage que j'y vois, un jeu à 7 joueurs avec de la profondeur, qui n'est pas nécessairement un jeu de party dans lequel on va dire des obscénités, ça fait entièrement le travail. Par contre, dans mon appréciation globale du jeu, souvent lorsqu'on va le montrer à de nouvelles personnes, les gens vont être perdus justement parce qu'il y a énormément de façons différentes de faire des points. Moi, j'ai tendance à jouer avec mes enfants, donc c'est pas du tout un jeu que je leur sortirais. Par rapport à toutes les autres que j'ai présentées, celui-là va être de loin le plus compliqué là, à s'approprier et à vraiment comprendre ce qu'on fait. Pour cette raison, personnellement, je vais donner un 7 à Seven Wonders. On est thématique, 7 pour Seven Wonders. Ça reste malgré tout un excellent jeu, mais c'est pas un jeu que je vais avoir le réflexe de sortir. Par contre, la version duel à 2 joueurs, là, on est ailleurs. Là, ça fait partie de mon top 5 des jeux à 2 joueurs, même probablement dans mon top 3. Seven Wonders normal, oui, OK. Seven Wonders Duel, wow! En conclusion, les jeux dont j'ai eu l'honneur de vous parler aujourd'hui font tous partie du patrimoine du jeu de société. C'est des jeux qui ont révolutionné l'industrie. Ils se sont vendus à des millions d'exemplaires. Aventurier du Rail, par exemple, on est rendu à plus de 10 millions. Alors, c'est vraiment des classiques incontournables. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les découvrir. Je sais que j'ai été très généreux dans mes notes aujourd'hui. C'est des jeux que je respecte énormément. Si je compare aux jeux de 2022, ce n'est pas nécessairement les notes que j'aurais données. Je me suis plutôt mis à l'époque, lorsque je les ai découverts, est-ce que c'était pertinent? En quoi est-ce que ça l'évoluait? Et quelle note j'aurais donné à ce moment? Donc, soyons très francs, c'est des jeux auxquels je joue très rarement, mais c'est des jeux que si vous m'offrez de jouer une partie, c'est certain que je vais dire oui. Voilà qui fait le tour de notre top 5 des jeux qui ont révolutionné le jeu de société moderne. Je vous invite à être des nôtres au prochain épisode de Top Ludique.